Bonjour à tous. On va pas dire au début. Aujourd'hui, on est très content de vous accueillir à ce premier webinaire sur un thème qui nous est cher au cœur, qui sont les Never Events, donc webinaire Reliance. Aujourd'hui, on va vous partager un certain nombre de données autour de cette thématique que sont les Never Events, ces événements totalement évitables au bloc opératoire. Et surtout, bien plus que vous partagez des données, on va surtout donner la parole aux acteurs du terrain, à travers deux structures, hein, puisqu'on accueille, qui se présenteront bientôt, des professionnels de santé d'établissements publics, donc le CH de Laval et le CHU de Toulouse, et puis également la partie structurelle avec la coordination de la gestion des risques. Donc sans attendre, on va faire un petit tour de table pour se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer donc par le docteur Nathalie Fabre, et je vous laisse la parole. Bonjour, donc je suis le docteur Nathalie Fabre, je suis chirurgien viscéral à l'hôpital de Laval, un centre général. Docteur Lasserras. Oui, bonjour à tous, je suis le docteur Lasserras-Baudouin, donc je suis coordonnatrice gestion des risques associés aux soins, donc au CHU de Bordeaux et pas de Toulouse. J'ai dit le CHU de Toulouse, quelle catastrophe. Oui, c'est pas grave. Le CHU de Bordeaux. Un petit lapsus, il n'y a aucun lien en plus. Et du coup, docteur Adam, toujours CHU de Bordeaux, bien sûr. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis le docteur Jean-Philippe Adam et je suis aussi chirurgien viscéral et digestif au CHU de Bordeaux. Merci en tout cas à tous les trois d'être présents à ce webinaire autour des Never Events et forcément autour de la checklist au bloc opératoire. Je me présente à mon tour, hein, je suis le docteur Georges Romero. Je suis anesthésiste réanimateur de formation puisque je ne pratique plus depuis 3 ans et je suis directeur risk management chez Reliance. Et Reliance, nous sommes donc assureur risk manager, assureur mutualiste, hein, ça c'est vraiment important. Et nous sommes un groupe européen et entreprise à mission, ce qui résume en quelques mots ce que nous sommes, et nous accompagnons donc les établissements de santé à travers des visites de risque, des évaluations de risque, et puis aussi autour d'accompagnement avec un focus particulier dont on va parler aujourd'hui, qui est la sécurité au bloc opératoire et la checklist. Et donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet du jour, et je vais vous partager un certain nombre d'informations autour de la checklist et autour des Never Events, donc ces événements totalement évitables au bloc opératoire, qu'on ne veut pas voir arriver et pour lesquels il existe des solutions, et on va en parler en deuxième partie de ce webinaire autour de la checklist. Toutes ces informations donc, que je vais vous partager sont issues de notre panorama des risques. Hein, donc on a publié un bilan de l'ensemble des réclamations indemnitaires, donc des sinistres qui ont eu lieu en 2023 et que l'on a publié en 2024 au mois de septembre, avec un focus particulier sur le bloc opératoire et sur ces fameux Never Events dont je vais vous partager un peu plus d'informations. On va donc, vous allez voir, un certain nombre de questions qui vont apparaître, hein, une sorte de sondage que vous pourrez retrouver aussi sur l'onglet sondage éventuellement, mais vous allez voir apparaître dans l'écran qui va permettre d'alimenter un petit peu cette discussion. Et donc, première question, d'après vous, quelle est la fréquence de Never Event dans ces fameux événements type erreur de côté, oubli de matériel au bloc opératoire que Reliance a géré et qui ont eu lieu en 2023? Est-ce qu'il n'y en a aucun? Est-ce que c'est une fois par semaine ou est-ce que c'est une fois par mois? Donc, allez-y, vous pouvez voter. Est-ce qu'on a les réponses? Ok. Donc là, pour l'instant, donc normalement, vous pouvez retrouver sur l'onglet sondage, si je ne dis pas de bêtises, oui, tout à fait. Donc on voit un Never Event, c'est effectivement grande majorité. Donc c'est bien cela, on a géré. Donc vous voyez, on a enregistré en fait en tout et pour tout 150 Never Events en 2023, mais 50 ont eu lieu la même année. Un certain nombre des événements avaient lieu dans les années qui précédaient. Donc c'est pour ça que l'on dit aujourd'hui qu'on est sûr déjà qu'il y a au moins un incident type Never Event enregistré chez Reliance et qui ont eu lieu en France dans l'année 2023. Donc il y a quelque chose qui paraît bien plus fréquent qu'on ne le pense. Du coup, question suivante. Donc, quelle est la source des Never Events la plus fréquente? Quel est le type d'événement? Donc, est-ce que c'est l'erreur des côtés?
Est-ce que c'est l'oubli de matériel étranger ou est-ce que c'est la perte de patient? Je vous laisse répondre. On a un 50-50 quasiment entre l'oubli de matériel et l'erreur de côté. En fait, de très loin, c'est l'oubli de matériel dans les événements. Donc, sur les 150 événements qu'on a enregistrés, 80 étaient de l'oubli de matériel étranger, notamment des compresses, mais aussi toutes sortes de matériel, du matériel chirurgical, qui peut être aussi du matériel médical implantable dans des morceaux, notamment dans les ablations. Concernant les erreurs de côté, on en a quand même enregistré plus d'une vingtaine. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'absolument exceptionnel. Si on le rapportait au nombre d'événements de chirurgie réalisés dans l'année, on a l'impression qu'il n'y en a pas tant, mais quand même, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Question suivante. Donc, sur quel est le secteur dans lequel on a enregistré 70% de nos événements, c'est-à-dire quelle est la spécialité ou quel est le secteur pour lequel il y a le plus d'événements enregistrés sur Orléans? Est-ce que ce sont les pratiques techniques lourdes, la chirurgie ou la psychiatrie? Et, en effet, c'est principalement... Ah ben non, je crois que c'était la chirurgie en premier. Non, c'est les plateaux techniques lourds. En fait, dedans, il y a bien la chirurgie. Mais dans les plateaux techniques lourds, on inclut aussi tout ce qui va être la partie interventionnelle, dans lequel il y a un certain nombre d'événements. Mais on va voir juste après dans les questions suivantes ce qui concerne la chirurgie, justement. Donc en chirurgie, du coup, quelle est la spécialité la plus à risque, c'est-à-dire pour lequel on a le plus d'événements enregistrés chez Orléans? Donc, majorité sur l'orthopédie, c'est bien ça, puisque pratiquement 40% des événements nous sont enregistrés en orthopédie parmi la chirurgie. Donc, c'est l'activité dite la plus à risque. Elle s'explique notamment parce qu'il s'agit d'une chirurgie fonctionnelle d'une part, et aussi, on a aussi un effet volume. C'est une des chirurgies les plus pratiquées en France, donc ce qui explique pourquoi nous, on dit que l'orthopédie est la chirurgie dite la plus à risque parce que elle est aussi la plus exposée pour les patients. On continue sur les questions. Donc, parmi les blocs opératoires visités par nos experts, donc, comme je vous l'avais dit, nous réalisons des visites de risque, on évalue les risques. En fait, 90% des établissements qui ont été évalués cette année ont une recommandation. Quel était le sujet de cette recommandation? Vous voyez, on a des recommandations très sérieuses chez Orléans. Donc évidemment, c'est l'amélioration de la pratique de la checklist qui est le thème du jour. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que vous voyez que 9 blocs sur 10 aujourd'hui à visiter. Il y a environ 60 établissements qui sont évalués, publics, privés. 9 blocs sur 10 aujourd'hui ont une recommandation de la part de nos experts en disant voilà, il y a un sujet, on en reparlera tout à l'heure. Elle concerne évidemment la pratique de la checklist, mais aussi son utilisation à travers l'analyse des no-go et l'analyse des dysfonctionnements. Et on verra le retour d'expérience des établissements invités ce soir. Donc la question suivante. Donc le deuxième secteur, donc voilà, c'est pour alimenter un petit peu, parce qu'on parle beaucoup du bloc opératoire et la chirurgie aujourd'hui, qui constitue à elle seule, vous l'avez vu, 70% des événements qu'on suit. Mais d'après vous, quel est le deuxième secteur concerné? Et effectivement, j'attends pas plus de répondants parce que là on est à 100%, c'est bien les urgences. Donc c'est le deuxième secteur dit à risque aujourd'hui par rapport à ce que l'on analyse comme un sinistre. C'est dans le deuxième. Le troisième derrière, c'est juste derrière les urgences, c'est toute l'activité médicale, donc les services de médecine tout confondus. Donc voilà pour cette première partie de questions. Vous avez vu, donc ce qu'il y a à retenir de cette première partie, c'est déjà de se dire qu'il y a un Ever Events tous les 7 jours enregistrés par Orléans qui ont lieu en France. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus, c'est la première chose. Et on sait que ces événements, donc totalement évitables au bloc, type oubli de matériel, erreur de côté, erreur de patient, sont évitables par la réalisation de la checklist. Mais avant d'entrer sur le vif du sujet,
sur la checklist. Je voudrais déjà faire un petit tour de table avec nos invités pour avoir votre retour sur cette première partie, sur les Never Events, pour avoir soit votre expérience, soit votre point de vue ou votre point de vue sur ce sujet. Du coup, je vais donner la parole pour commencer au Dr Fabre. Eh bien, moi, c'est vrai que j'ai été assez atterrée de voir un Never Events tous les 7 jours. Ça me paraissait énormissime par rapport à, je sais pas, l'expérience que j'en avais ou l'idée que j'en avais. C'est des chiffres que j'avais rapportés auprès du personnel du bloc et tout le monde était très étonné. Et puis finalement, en y réfléchissant, ça nous arrive tous. Et nous, pendant notre année spéciale checklist, on a eu une erreur de côté sur une thyroïde. Et donc, voilà, c'est des petites piqûres de rappel douloureuses, mais qui nous montrent bien que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Merci beaucoup, Dr Adam, de votre côté. Oui, moi, j'étais aussi, comme le docteur Fabre, très surpris de ça. Et en fait, il y a aussi une dimension un peu psychologique du fait que quand ça nous arrive, on le laisse un peu à l'oubli une fois que c'est passé, alors que c'est très traumatisant à la fois pour le patient, hein, par rapport à l'événement indésirable, et finalement c'est aussi très traumatisant pour les équipes. Et une fois l'analyse critique des choses, finalement on l'oublie. Et moi, en préparant ce webinaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir recenser comme Never Event? Et nous, on a eu, alors pas forcément sur la dernière année, donc nous, on travaille avec un bloc digestif et thoracique, avec pas mal de professionnels de santé. On a 10 salles de bloc opératoire qui tournent tous les jours. Et globalement, en fait, quand j'ai demandé, alors personnellement, moi j'ai eu un oubli de matériel, une compresse qui a nécessité une réintervention chirurgicale. Et quand j'ai fait le point avec mes collègues, en fait, on a recensé principalement des oublis de matériel. On n'a pas eu de problématiques de côté, puisqu'on a une activité finalement de thyroïde vraiment qui est maintenant très faible. En revanche, les hernies qui peuvent être sujettes à ça, on en fait aussi assez peu au CHU de Bordeaux. Mais on a eu l'oubli de compresse, oubli de matériel par rapport à la chirurgie hépatique quand on clampe le pédicule, hein, qu'on coupe la vascularisation du foie, on utilise du matériel et on l'a oublié. Et puis on a eu aussi des oublis de pièces opératoires, une appendicectomie où finalement on s'est rendu compte, mince, on l'a pas enlevé, on l'a pas envoyé à l'anapathe, et en fait c'est en salle de réveil qu'on s'est rendu compte que l'appendice était resté dans le ventre, et donc le chef de clinique a dû reprendre le patient pour l'enlever. Ou alors on a eu aussi un curage ganglionnaire qu'on n'a jamais retrouvé, qui a été jeté par le personnel de bloc opératoire. Et c'est vrai que une fois que c'est passé, on passe à autre chose. On a une activité intense avec beaucoup de malades à prendre en charge. Dans toutes ces situations, finalement, les choses sont résolues sans séquelles pour les patients, mais c'est toujours très traumatisant, et c'est important de après pouvoir faire un bon débriefing pour justement éviter que ça se reproduise. Merci beaucoup, Dr Adam. Et effectivement, j'en profite juste pour rebondir rapidement. C'est quand on en parle, c'est ce qu'on avait échangé un petit peu avec chacun d'entre vous en préparation de ce webinaire, c'est quand on en parle, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas si rare que ça, et on en a croisé dans notre carrière, dans les équipes, etc. Et comme vous l'avez souligné très justement, l'importance de faire du retour d'expérience, de partager, d'en discuter pour revenir sur ces sujets et se rendre compte que ça existe et qu'il y a des solutions. Du coup, ce soir, on a aussi donc la chance d'avoir le docteur Lasserras, donc qui est coordinatrice de la gestion des risques, mais aussi avoir cette vision, parce qu'on a la vision effectivement au bloc opératoire, opérateur, médecin au bloc. Je trouve que la vision aussi et le point de vue, quand on prend juste un peu plus de hauteur d'un point de vue périmètre sur la gestion des risques, c'est assez intéressant d'avoir votre point de vue aussi, Madame Lasserras. Oui, tout à fait. C'est vrai que les Never Events, ce sont des événements indésirables associés aux soins, et pour certains qui sont très graves, hein, puisqu'on peut avoir jusqu'au décès ou la mise en jeu du pronostic vital. Donc ça correspond bien en tout cas à la définition réglementaire des événements indésirables graves. Donc c'est vrai que ces événements, on l'a dit au travers des exemples, ils sont pas si rares que ça finalement, et ils entraînent, comme le disait le docteur Adam, c'est avec des préjudices évidents pour le patient, mais aussi des préjudices pour l'équipe, qui va avoir un impact émotionnel important, et puis bien sûr un impact pour l'établissement aussi, hein, par rapport à des coûts,
aux différentes plaintes des patients et surtout la perte de confiance finalement des usagers dans l'établissement. Donc on voit bien que ces never events, ils ont des conséquences très très importantes et très larges. Ce qui est important, on essaye tous de le faire, et bien sûr, c'est que ce signalement des never events, ils sont intéressants dans le cadre de l'analyse collective pour éviter de nouveaux événements et pour améliorer nos organisations. Néanmoins, on peut se dire quand même, et en tant que coordinatrice gestion des risques, c'est vrai que je me dis toujours que cette gestion des risques a posteriori, à partir de la survenue de ces never events ou des événements indésirables en général, ça reste quand même un échec collectif de nos organisations et de nos prises en charge vis-à-vis du patient qui sera victime de cet événement indésirable associé aux soins. Et donc finalement, sans doute que nos forces, on en discutera plus tard, mais nos forces sont sans doute dans la prévention de ces événements et notamment le repérage des dysfonctionnements qui sont précurseurs de ces événements et donc des never events au bloc opératoire. Pour étayer et donner un autre exemple, puisque voilà, on a tous finalement des exemples en tête. Un autre exemple qui était pour un exemple qui date un petit peu, mais qui va parler sans doute à tout un tas de collègues qui nous écoutent. Une intervention du membre supérieur droit qui est programmée en chirurgie ambulatoire sous anesthésie loco-régionale. En consultation pré-anesthésie, la patiente finalement précise que l'intervention concerne le bras gauche. L'information sur la fiche de liaison entre le chirurgien et l'anesthésiste n'est pas bien prise en compte et le médecin anesthésiste trace sur la fiche d'anesthésie le côté gauche. La patiente qui rentre le matin de l'intervention au bloc opératoire, elle est installée en salle de réveil pour la réalisation de l'anesthésie loco-régionale et la patiente réinterrogée confirme toujours le côté gauche. La fiche d'anesthésie est consultée et effectivement, celle-ci indique bien la latéralité tracée à gauche et donc la LR est réalisée à gauche. Et c'est lorsque la patiente entre en salle d'intervention et que le temps 2 de la checklist finalement est réalisé en équipe dans la salle d'intervention que le chirurgien confirme le côté droit programmé et il stoppe l'intervention. Donc l'intervention ici qui n'était pas urgente sera reportée la semaine suivante. Mais ça montre bien que ce temps 2 a permis de stopper l'intervention du mauvais côté. Donc ça, c'est un exemple intéressant et que cette vérification ultime a bien fonctionné. Et donc, dans cet événement qui avait été analysé par l'équipe, différentes actions avaient été mises en place, notamment la mise en place d'une checklist spécifique à LR pour éviter évidemment ces événements-là dès le premier temps de la checklist et pas seulement au deuxième temps. Voilà quelques exemples que je peux donner et dont on reparlera après. Merci, c'est très très intéressant parce que c'est un vrai retour d'expérience et qui montre aussi, c'est vrai que c'est un point clé parce que souvent quand on parle d'erreurs de côté ou de never events, on pense tout de suite à l'acte chirurgical, mais effectivement, il y a aussi des erreurs d'anesthésie. C'était un des sujets du congrès de l'ASFAR de cette année, c'était les erreurs de côté en ALR. Donc c'est un cas très concret et d'où l'importance effectivement de ces différents temps de contrôle. Mais on en reparlera juste après et aussi l'importance de les analyser pour mettre des actions parce que encore une fois on le dit assez souvent, l'erreur est inévitable, mais par contre il faut essayer d'en limiter les conséquences et la checklist est exactement pour ça. Donc la question du jour c'est la checklist est-elle la solution miracle? Je vois qu'il commence à y avoir des questions sur la partie questions justement. J'ai oublié de vous le dire. N'hésitez pas tout au long de ce webinaire de nous poser des questions sur l'onglet questions en bas à droite. On tâchera d'y répondre en fin de ce webinaire et en fonction, évidemment, on répondra aussi aux participants si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à nous poser des questions ou adresser directement aussi à nos invités du jour. Donc alors, la checklist était la solution miracle. La réponse, elle est simple, on pourrait s'arrêter là, évidemment, puisqu'on le sait qu'elle a montré largement ses preuves, mais ce qui est étonnant, c'est que on sait qu'elle est mise en place maintenant depuis une quinzaine d'années, puisqu'elle est arrivée le 1er janvier 2010 en France, a été rendue obligatoire après une étude, j'en parlerai très rapidement, une étude mondiale qui a montré son efficacité. Et pourtant, 15 ans après, vous voyez le nombre de never events, on vous dit que 90% des établissements ont eu une recommandation. Et là, comme vous pouvez le voir, ce sont les résultats de 4 audits que nous avons réalisés, évaluations sur 4 établissements, 2 publics, 2 privés. Et vous voyez les résultats sur les 3 temps de la checklist. J'en reparlerai très rapidement des critères.
voyez que le premier temps est respecté dans moins d'un tiers des cas. Le deuxième temps, le fameux time-out avant incision, dans la moitié des cas. Et le troisième temps est le temps qui pose le plus de problèmes dans beaucoup de structures, hein, et quasiment pas fait. Si on regroupait l'ensemble des résultats, ce serait de dire que, en gros, un tiers des checklists sont bien faites. Si je grossis le trait, évidemment, c'est l'ensemble des critères. On a en fait une particularité parce que ça reste quand même une évaluation externe quand on fait ça. Ce que l'on fait à chaque fois, c'est qu'on fait des observations de checklist et on associe aussi des entretiens professionnels. Et l'association des deux nous permet vraiment d'être proche de la réalité de ce qu'on voit. Et c'est vrai que les différentes structures, généralement, après, on affine parce que ça reste quand même de la co-construction avec les établissements que l'on accompagne. C'est vrai qu'à chaque fois, on n'a pas de discussion contradictoire sur les résultats, au contraire. Donc, ça montre globalement qu'aujourd'hui, il y a une vraie marge de progression et c'est vraiment ça, et c'est pour ça qu'on a invité ces deux structures aujourd'hui. C'est vraiment pour partager le retour, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour améliorer cette problématique. Si on regarde par rapport à la littérature, ce qui est intéressant, il y a très peu de littérature sur la qualité de la réalisation de la checklist. Il y a une revue de la littérature, vous voyez, qui est un peu vieille, elle date de 2015, qui montrait que globalement, à l'époque, des résultats nettement supérieurs à ce qu'on a nous, globalement, à part le troisième temps qui posait déjà un problème. Mais si on regardait dans le détail de ces études, il y a une étude, c'est intéressant, qui montre vraiment les mêmes résultats que nous. Qu'est-ce qu'on peut en dire en conclusion? Moi, je pense que clairement, alors nous, on est assez exigeants sur les critères, on est rentré dans les détails par rapport à cette revue de la littérature de 2015. Et moi, je pense que malheureusement, la qualité de la réalisation de la checklist ne s'est jamais améliorée ou a même un petit peu baissé. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, et c'est la prise de conscience qu'on essaie de partager aujourd'hui avec nos invités, c'est vraiment que on sait que c'est une solution qui permet d'éviter ce genre d'erreur. On sait que ça ne fonctionne pas bien et on sait que, et vous allez le voir, qu'il existe quand même des solutions pour l'améliorer, mais qui nécessitent un certain travail de partage d'équipe, etc. Et ça, c'est vraiment le sujet que l'on souhaiterait partager. Donc, juste pour revenir, et ça, je vais aller assez vite sur ces sujets-là, quand je vous disais que nos critères sont assez exigeants, en fait, vous voyez nos critères d'évaluation, donc c'est un regroupement, parce qu'on a 140 critères en tout. On a des critères structurels, type est-ce que la checklist a été adaptée au secteur, est-ce qu'elle est informatisée, et en bas, on a les critères qui concernent l'utilisation de cette checklist dans l'analyse des no-go et des dysfonctionnements détectés, comme on va pouvoir le voir juste après. Et puis, vous avez les critères qui concernent sa réalisation elle-même, et qu'est-ce qu'on constate, notamment dans l'encadré rose, fuchsia, j'ai du mal avec les couleurs. On voit déjà que dans beaucoup de secteurs, c'est un peu l'exemple qu'a dit Madame Lasserras par rapport à la checklist, est-ce qu'elle est adaptée à l'ALR? On se rend compte que souvent, c'est un des exemples, la checklist n'a pas été adaptée au secteur. On voit qu'il y a souvent des vérifications qui sont bien faites, mais les contrôles croisés et le partage n'est pas structuré. Ce que l'on voit aussi, c'est que souvent une partie de l'équipe continue à faire ce qu'elle a à faire et seulement une partie de l'équipe participe à ce partage d'informations. Qu'il n'y a pas de temps de pause, on continue à faire notre activité. Aux différents temps, il manque parfois l'opérateur au premier temps, parfois le MAR au time-out, sans que les règles soient définies pour autant. Qui doit être là, qui ne doit pas être là, et quel est le rôle de chacun pour éviter ces erreurs. Ce qu'on constate très très souvent, c'est l'absence de leader médical. Il y a une vraie confusion entre la notion de leader et la notion de coordonnateur de checklist. Selon nous, et ce qu'on partage beaucoup, on verra ce que va nous dire aussi nos invités, mais clairement, le leader de la checklist ne peut être que le médecin, puisque c'est l'anesthésiste qui sait quand est-ce qu'il va endormir et c'est le chirurgien qui sait quand est-ce qu'il va inciser. Et il y a besoin effectivement d'un coordonnateur, mais qui ne porte pas la responsabilité de cette checklist. Les défauts de traçabilité en temps réel, l'absence de partage des consignes et prescriptions post-opératoires tout en même temps, puisqu'on retrouve aussi fréquemment, c'est l'absence d'analyse des événements indésirables, des dysfonctionnements détectés et des fameux no-go dont on va parler juste après. Donc voilà pour les données que je voulais partager. Puis maintenant, place à nos invités et surtout au retour d'expérience, parce que c'est ça qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi la vraie vie, qu'est-ce qui est mis en place. Et donc je vais donner la parole déjà au Dr Fab pour partage de ce qui a été réalisé ces derniers mois, années au CH de Laval. Merci beaucoup. Merci. Donc moi je suis au CH de Laval, c'est un centre hospitalier général donc en Mayenne. Nous sommes la préfecture.
Nous avons 7 salles de bloc, 5 de chirurgie programmée, une qui fait les urgences et une qui est réservée aux césariennes. Je dirais qu'il y a à peu près 60 personnels paramédical, AS, IBOD, IAD compris. Et en termes de chirurgiens, peut-être 15-20, en sachant qu'il y a des vacataires, des passages, c'est difficile de chiffrer exactement. En tout cas, équipe à taille raisonnable, et donc j'ai eu l'idée de faire un projet. L'objectif, c'était vraiment d'un projet qui concerne tout le monde pour faire un peu souder l'équipe. Voilà, optimiser la communication dans l'équipe. Et puis je me rendais compte que la checklist, je suis un peu comme tout le monde, hein. Moi, ça faisait partie des papiers obligatoires à remplir quand j'étais interne, mais finalement, personne ne m'a jamais expliqué comment ça se remplissait et à quoi ça servait. Et donc, une chose en entraînant une autre, j'ai dit, OK, on se fixe un objectif sur une année scolaire qu'on a appelé l'année de la checklist, avec plusieurs choses qui se sont mises en place. Donc, la première chose, c'était de parler du sujet aux gens, tout simplement, hein, au bloc, avec les IBOD, pendant qu'on est en train d'opérer, etc., pour les sensibiliser, voir ce qu'ils en pensaient, les pousser un peu dans leur retranchement. Et rien que d'en parler en l'espace de quelques semaines, et ben soi-même on fait différemment la checklist, et puis tout le monde se challenge un peu sur le sujet. Et on a eu aussi la chance d'avoir le témoignage en fait de 2 pilotes de l'aéroclub de Laval qui sont venus témoigner des facteurs humains en aéronautique. Et ils sont pas du tout dans le soin, mais en fait en les écoutant parler, on fait tout de suite des parallèles sur les interruptions de tâches, etc. Et c'est vrai que autant un crash d'avion, ça choque tout le monde, ça marque tout le monde trouve ça dingue. Et puis finalement, quand on voit que les mêmes effets peuvent avoir des conséquences tout aussi dramatiques à l'hôpital, mais que comme c'est très dilué finalement, ça marque moins les esprits. Ça a été vraiment des conférences qui m'ont permis d'attraper définitivement mon personnel pour me suivre sur ce projet, parce qu'ils ont vraiment une prise de conscience de l'impact que ça pouvait avoir. Ensuite, comme l'HAS propose la personnalisation de la checklist, ça a été l'objectif de l'année. Et donc, on a fait des groupes de travail pluriprofessionnels, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu à cœur à ce qu'il y ait à la fois l'aide-soignante, l'IBOD, l'IAD, l'anesthésiste, le chirurgien, que tout le monde puisse donner son avis. Et ça a été l'occasion de discussions très intéressantes pour se rendre compte de ce que chacun faisait pendant que moi, je faisais autre chose, de comprendre pourquoi, effectivement, quand on dit qu'à la checklist, il faut un moment que tout le monde marque une pause, arrête ce qu'il est en train de faire et se concentre sur les questions qu'on pose. Finalement, quand l'IAD est en train d'induire, c'est nous le moment où on a un petit temps mort, et arriver à trouver le moment commun, c'est pas évident, mais en parlant, on a trouvé des solutions. Et puis, on a eu la chance aussi de pouvoir faire de la simulation, donc avec CapSim, qui est le centre de simulation de l'hôpital du Mans, qui a un programme dédié à la checklist, qui sont venus au centre de simulation de Laval. Et donc, on a eu 4 journées où on s'est déplacé une équipe entière, c'est-à-dire anesthésiste, chirurgien, IAD, IBOD, aide-soignante. On a même eu du personnel des salles de réveil et des cadres qui sont venus. Donc, ça implique un anesthésiste qui s'absente une journée. Nous, à Laval, ça veut dire qu'il y a 2 programmes opératoires qui sont supprimés ce jour-là. Mais on a estimé, et l'administration nous a suivis sur ce coup-là, que ça valait le coup, que cette formation, elle était nécessaire. Donc, la force de notre projet, c'est qu'on a pu former une très grosse majorité de l'équipe dans un temps réduit, ce qui a permis que les changements, les idées qu'on a eues, on a pu les mettre en application rapidement, parce que tout le monde était vraiment dans le même état d'esprit, et tout le monde était tout à fait en marche avant pour ça. Alors, là, je vous présente la checklist qui a été finalement validée auprès de l'hôpital de Laval, qui est adaptée à notre anatomie à nous. La petite particularité, c'est que nous, on a un sas d'accueil dans lequel les aides-soignantes avaient un rôle primordial, et on n'a pas voulu effacer ça. Et c'est pour ça que notre premier temps de checklist, nous, c'est avant entrée en salle, avec le patient réveillé, l'aide-soignante, un représentant de l'anesthésie, un représentant de l'IBOD, et puis après, les 3 autres temps, c'est les temps un peu plus classiques. Comme partout, les points faibles, c'est que quand vous parlez de la checklist, on vous dit tout de suite « oui, mais tel chir, il l'a jamais faite, il va jamais s'y mettre ». Eh bien, moi, j'ai dit « je m'en fiche ». S'il y a déjà 2 tiers de l'équipe qui l'a fait mieux qu'avant, ce sera toujours ça de prix. Et en fait, on a pu constater que finalement, les plus retors, ce ne sont pas ceux qu'on croit.
Il y a des chirurgiens qui ne la faisaient jamais et qui maintenant la font systématiquement. Il y en a plein qui la font beaucoup mieux qu'avant. Et puis, même si le chirurgien n'est pas toujours leader pour des raisons qu'on n'explique pas forcément, quand l'équipe paramédicale est elle habituée à le faire et convaincue de son intérêt, ça porte quand même l'équipe et je pense que ça participe à l'amélioration de la qualité. Voilà. Et puis, ça a eu en fait des suites. Une fois que cette checklist elle a été adoptée par tout le monde, elle a été validée en conseil de bloc, en CME, et puis auprès de la commission des usagers, puisque on a pris le parti aussi de communiquer sur la checklist. Un des grands freins qui nous était avancé par les équipes, c'était oui, mais on demande 50 fois au patient comment il s'appelle, 50 fois de quel côté il va être opéré. Et donc, on a fait on s'est largement inspiré du document de la HAS pour l'information aux patients sur la checklist, qui maintenant leur est distribuée systématiquement avec la tenue de bloc, pour qu'ils sachent en fait de quoi on parle, pourquoi on leur pose toutes ces questions, et ça participe vraiment à leur adhésion également sur ce plan-là. On a eu la visite d'Orthorisque, qui est l'organisme d'accréditation en septembre. Pareil, on a libéré une équipe complète de blocs et ça a été très complémentaire de ce qu'on avait fait l'année d'avant, en particulier de la simulation. Et ça a clairement permis de relancer l'intérêt pour le sujet parce qu'entre les deux, il y avait eu l'été. Et on s'est rendu compte, par exemple, ce qu'on avait perdu pendant l'été, c'était le temps 2, avant l'induction, qui n'était quasiment plus fait. Et cette journée a permis de remotiver tout le monde, de faire une petite piqûre de rappel sur pourquoi c'était très important. Et puis après, il y a eu les suites auxquelles on ne s'attendait pas. Donc voilà, de participer à ce webinaire et je vous remercie encore de m'avoir invité. Et puis on a également été sollicité par l'école d'IBOD et d'IAD de Rennes pour faire une conférence afin de former le personnel dès le début pour qu'ils arrivent au bloc en étant convaincus de l'importance de cette checklist. Voilà. Et nous, vraiment, les points positifs, outre clairement l'amélioration de la communication, quand on parle aux gens, tout va mieux. Le troisième temps que personnellement, je ne faisais pas du tout, qui maintenant est fait systématiquement. Et puis, j'essaye d'appeler l'anesthésiste un peu plus souvent à la fin de l'intervention pour discuter des prescriptions conjointes post-op. Donc, que du positif, mais par contre, très clairement, il y a un entretien à faire pour que les gens restent dans la dynamique au long cours. Voilà. Merci beaucoup, Dr Fabre. Et effectivement, c'est vraiment ce que l'on souhaitait faire au cours de ce webinaire, c'était de donner la parole au terrain, retour d'expérience et puis de la vraie vie, de voir que il y a des actions qui sont possibles, qu'on peut améliorer les choses, qu'il reste une marge de progression, qu'il n'y a pas la solution magique qui arrive du jour au lendemain où tout le monde se met à faire ce qu'il y a à faire, etc. C'est la vraie vie, mais on voit qu'il y a une vraie marge de progression, que ça nécessite du temps, du travail en équipe, de la composition et de la coproduction en équipe, et c'est vraiment ça le cœur du sujet. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Continuez à poser des questions sur l'onglet questions et on prendra le temps, dans tous les cas, d'y répondre par écrit ou à la fin de ce webinaire, de prendre quelques questions aussi pour y répondre en direct. Du coup, là, je vais donner la parole à Dr Adam pour vous, votre retour aussi d'expérience sur cette partie, toujours la checklist, comment l'améliorer, comment la travailler en équipe et avoir un peu, vous, votre retour terrain sur ce sujet. Oui, moi je partage le même constat par rapport à notre formation en tant que chirurgien. Moi, je me rappelle très bien quand c'est arrivé, c'était il y a une quinzaine d'années, j'étais interne et on avait eu vaguement une formation d'une heure ou 2 heures sur la checklist et puis plus régulièrement des ingénieurs qualité qui sur le terrain nous invitaient à essayer de s'améliorer, en tout cas nous évaluer, mais très ponctuellement, sans que les choses soient formalisées. Et je pensais, il y a encore 1 an, travailler dans une structure où en fait on était acculturé à la réalisation de la checklist selon les bonnes pratiques. Et si je suis là aujourd'hui, c'est qu'en fait donc au CHU de Bordeaux, il y a eu un audit de certification qui a mis en avant certaines non-conformités
en particulier sur la checklist et plus précisément sur l'analyse, le recensement et des no-go et des dysfonctionnements. Et donc, à l'échelle du CHU de Bordeaux, il a fallu mener des actions pour essayer de corriger cela. Et donc, moi, j'ai fait partie avec un autre chirurgien, une anesthésiste réanimatrice, d'un comité de pilotage qui a travaillé avec la direction de qualité et de gestion des risques pour essayer justement de mener des actions pour corriger cela. Et on s'est fait beaucoup aider par Reliance en ça, avec plusieurs phases dans cet accompagnement. Et la première phase, et c'est ce qui m'a un petit peu, beaucoup interpellé, c'était la phase diagnostique. En fait, pourquoi ce qu'on pensait faire très bien et qui en fait était pour moi à l'époque pas une problématique en fait de tous les jours, était mal fait. Et en fait, on s'est rendu compte que ce que moi je pensais être la checklist était devenu en fait le remplissage automatique d'un formulaire. Et en fait, la checklist avait perdu son sens. C'est-à-dire que, le coordonnateur était souvent le leader et c'était l'IBOD au bloc opératoire qui cochait les cases, parfois même pour l'IAD, pour avant-induction. Parfois, les cases étaient cochées avant d'arriver sans même poser la question. Le troisième temps était quasiment inexistant. Et c'est vrai qu'il a fallu faire tout un travail pour essayer de reconcerner l'ensemble des professionnels, que ce soit paramédicaux ou médicaux. Et à l'échelle du CHU, il faut savoir qu'il y a toutes les spécialités qui sont réunies. Ça a été difficile, de faire admettre à ceux, comme le docteur Fab l'a dit, qui sont de toute façon contraires à la réalisation de la checklist, de les persuader de s'y intéresser et de la faire. Et puis surtout, même parfois plus difficile, de faire admettre à ceux qui pensaient la faire très bien qu'elle n'est pas faite selon les bonnes pratiques. Et donc, il va falloir déconstruire les mauvaises habitudes et essayer de changer ça pour justement améliorer les vérifications croisées et non pas dire j'opère Monsieur Dupont vous opérez bien Monsieur Dupont d'une hernie gauche, on a vérifié machin, et que tout le monde puisse être acteur de la checklist. Et c'est ce qu'on faisait pas habituellement. En plus, nous, il y a des internes, des chefs de clinique, le chirurgien, il a été mis en avant que parfois le chirurgien n'était même pas sur l'hôpital quand le malade était endormi. Et donc il y a eu tout un travail qui a été nécessaire à mettre en place sur l'échelle du CHU, avec des difficultés liées au fait que c'est une grosse structure, il y a beaucoup de professionnels, les plateaux techniques, que ce soit en chirurgie mais aussi en endoscopie, en radiologie interventionnelle, sont différents sur différents sites, avec des situations géographiques qui posent des problématiques qui sont pas toujours les mêmes en fonction du plateau technique. Donc il a fallu revoir ça. Et donc parmi ce comité de pilotage, on a pu bénéficier du soutien et de l'apport de Reliance pour essayer de changer un petit peu les choses. Et donc, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au début. Ça a nécessité plusieurs mois pour faire une phase de sensibilisation à tous les professionnels. Et finalement, on y est parvenu. Il y a eu une phase de sensibilisation, une phase d'accompagnement où certains ont été identifiés. Alors, il y a eu des volontaires et puis il y a eu des personnes un peu désignées pour devenir référents d'un plateau technique et pouvoir avoir une formation, on va dire, renforcée, et pouvoir après relayer sur le terrain la bonne réalisation de la checklist. Et ça a pris, on va dire, 6 à 8 mois pour que l'ensemble des plateaux techniques du CHU puissent avoir eu une formation, on va dire, renforcée, une réacculturation de la bonne réalisation de la checklist. Et voilà, donc il y a eu une première phase de sensibilisation par un e-learning très simple. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas les équipes paramédicales qui étaient le plus difficiles à convaincre, parce que grâce aux encadrements, ça s'est fait très naturellement. Et souvent, c'était les médecins. Et c'est vrai que pour se former, c'est poser la question, en tout cas pour nous, de dégager du temps. Alors qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut qu'on arrête notre activité professionnelle pour justement se dire on se met un petit peu en retrait, mais parce qu'il faut qu'on travaille pour être meilleur dans la vérification et l'évitement de toutes les problématiques de dysfonctionnement qui peuvent amener à un no-go, voire à un événement indésirable grave. Et donc, il a fallu un petit peu coordonner tout ça pour que l'information puisse diffuser à l'ensemble des professionnels, mais on y est parvenu.
Voilà, les référents ont pu sur le terrain bénéficier d'un soutien, voilà, donc de l'encadrement au bloc opératoire, des paramédicaux qui se sont impliqués et je dois dire que sur un an, il y a eu quand même beaucoup de progrès. Je sais pas, c'est toujours difficile d'évaluer les événements évités, en tout cas grâce à tout ce travail qui a été mené. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées, en particulier, alors ça concerne pas ma spécialité, mais sur la problématique de l'anesthésie loco-régionale, dont vous avez parlé juste avant, qui est réalisée pas forcément sur le même site que là où il va y avoir l'anesthésie générale ou la chirurgie. Et donc, voilà, il y a cette problématique-là. Et puis, la problématique aussi de où je trace la checklist sur le logiciel informatique. Donc, il y a eu un gros travail effectué sur l'uniformisation des pratiques à la réalisation de la checklist. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on est arrivé et là, vous voyez, on travaille encore avec le docteur Alacheras à savoir comment on va faire pour maintenir maintenant ce niveau de qualité de réalisation pour les nouveaux arrivants, ceux qui vont arriver sur la structure et à qui il va falloir proposer cette formation de nouveau, et puis surtout pour entretenir la flamme et faire en sorte que on garde toujours ce niveau de qualité dans la réalisation de la checklist. Et ça, c'était le premier travail auquel on est en train de réfléchir. Et puis le deuxième, c'est concrétiser l'essai. On a créé un comité de pilotage des no-go et des dysfonctionnements à l'échelle du CHU pour pouvoir après relayer sur tous les plateaux techniques, tous les événements qui ont été recensés pour justement faire une analyse critique et apporter des modifications sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour aussi. Encore une fois, on voit la valeur et la qualité de ces retours d'expérience et de ce partage. Encore une fois, au plus proche de la réalité du terrain, parce que ce qu'on a tendance à voir ou entendre régulièrement, et effectivement, on a tendance, dans les congrès, dans ce genre de publications et de communications externes, on a tendance à avoir l'impression que tout se passe bien. La vie n'était pas allée en fleuve tranquille dans les blocs opératoires aussi. C'est vrai que c'est intéressant, encore une fois, qu'il y a de la marge de progression, qu'il y a du travail, qu'il y a des choses possibles, mais que ça demande de la continuité dans l'implication des équipes au bloc et aussi des équipes qui accompagnent côté gestion des risques. Et comme vous l'avez dit, Dr Adam, le travail que vous avez fait, c'est vraiment un travail particulier que Dr Alacheras va nous proposer là, c'est le retour d'expérience sur le suivi des non-conformités, donc des dysfonctionnements détectés par la checklist et des no-go. C'est vraiment un très très bon travail qui a été réalisé au CHU de Bordeaux. Et donc c'est à vous, Dr Alacheras. Oui, donc en fait, pour s'améliorer, il fallait passer par l'étape d'objectiver, en tout cas les dysfonctionnements, de savoir vraiment de quoi on parlait et de quoi on partait en fait surtout. Donc on a recueilli en fait de façon assez exhaustive, en tout cas on a essayé de rendre ça le plus exhaustif possible. En fait, les non-conformités qui étaient identifiées à l'arrivée du patient au bloc opératoire, donc c'était fait sur papier et ça l'est fait encore aujourd'hui sur papier. Et puis les dysfonctionnements identifiés au moment de la checklist, donc des différents temps, et qui sont complétés sur le logiciel Opéra, donc en réalisant la checklist. Donc ce qu'on peut voir pour le CHU de Bordeaux, donc là vous avez la période du 1er au 30 novembre 2024, donc 11 mois de l'année 2024, qui représente plus de 55 000 interventions. Donc, il faut savoir qu'au CHU de Bordeaux, on a à peu près 11 plateaux de chirurgie ou d'interventionnel, avec près de 20 spécialités représentées et pas loin de plus de 70 salles d'intervention. Donc, c'est voilà une grosse machine. Et donc, sur 55 000 interventions, on avait identifié 248 non-conformités, avec une déclaration un peu plus importante sur la deuxième partie de l'année. Alors sans doute en lien avec une forte sensibilisation des professionnels sur cette période qui précédait notre seconde visite de certification HS en septembre. Et donc effectivement, on avait fait des opérations coup de poing grâce à l'aide de Reliance sur justement de tout ce travail de la checklist et du repérage en tout cas de ces non-conformités. Donc parmi ces 208 non-conformités, non-conformités recensées, on en avait détecté 106 à l'entrée du bloc opératoire, 99 au premier temps de la checklist et 43 au deuxième temps de la checklist, donc avant l'incision.
Pour ces non-conformités, donc l'impact sur la chirurgie, vous voyez qu'il y a 175 chirurgies qui ont été annulées, dans ce qu'on entend par no-go avéré. Donc sur ces 175 chirurgies annulées, 74 avaient été annulées dès l'entrée dans le bloc opératoire, 72 au temps 1 et 29 au temps 2 de la checklist. Et puis on a eu 72 chirurgies qui étaient retardées. Donc 32 retardés avec une détection dès l'entrée au bloc opératoire, 27 au temps 1 de la checklist et 13 au temps 2 de la checklist, ce qui montre que nous avons quand même eu 29 patients finalement anesthésiés avec une chirurgie qui a fini par être annulée et 13 patients qui ont eu une anesthésie prolongée puisque ils étaient anesthésiés et la chirurgie a été retardée. Donc vous voyez que c'est vraiment du concret et ce sont des données qui montrent bien que c'est assez fréquent finalement quand on essaye de les relever de façon exhaustive. Donc cette analyse, comme l'a dit le docteur Adam, cette analyse, ce recueil en tout cas des dysfonctionnements et des no-go, ce qu'on souhaite en faire, c'est surtout les analyser pour s'améliorer, donc une analyse par les équipes du bloc opératoire, avec des méthodes d'analyse qui peuvent être simples, hein, ça dépend finalement de l'impact du dysfonctionnement identifié. Ça peut être une simple revue en équipe au bloc opératoire, comme un débriefing, voire une analyse approfondie des causes si l'événement est un événement particulièrement grave. Quelques actions qui ont été identifiées grâce justement à l'analyse de ces dysfonctionnements et de ces no-go, la mise en place donc de la checklist ALR dont on a déjà parlé plusieurs fois. Un groupe de travail aussi s'est organisé autour des relations et des relations de communication, unités de soins, bloc opératoire pour améliorer la préparation des patients, parce qu'on avait quand même un gros paquet de dysfonctionnements qui sont liés à une mauvaise préparation des patients par les unités de soins. Donc il y a un travail qui a été fait conjointement bloc et unités de soins pour mieux fonctionner ensemble, et notamment un travail particulier sur la fiche de liaison entre les services et les blocs opératoires. Donc ce sont des travaux qui sont toujours en cours, hein. Et puis ce qui a été identifié aussi et qui est en cours de travail, c'est une amélioration de la qualité des informations communiquées en staff avant la chirurgie pour avoir plus de précision sur les indications de la chirurgie, le côté opéré et le matériel nécessaire. Une amélioration aussi de la communication chirurgien-anesthésiste. Donc ça, c'est en cours et on a encore régulièrement des dysfonctionnements qui sont associés à des difficultés de communication entre les équipes. Et puis, on a projet aussi de travailler avec l'expérience patient pour améliorer la préparation des patients en ambulatoire et utiliser l'expérience des patients justement pour améliorer cette étape-là. Alors finalement, c'est un peu ce que disait le docteur Adam pour conclure, c'est que tout le travail qu'on a fait, il est important, mais il va falloir pérenniser justement tout ce travail et toute cette avancée, parce que rien n'est gagné. Donc il va falloir bien sûr continuer à promouvoir et convaincre les équipes de l'efficacité de la checklist et je pense que le retour d'expérience et en tout cas l'utilisation des événements indésirables évités ou des événements malheureusement pas évités, c'est en communiquant sur ces événements-là, je pense qu'on pourra sensibiliser et convaincre en tout cas les équipes de l'importance de la checklist au bloc opératoire. Il y a la formation bien sûr des professionnels. Alors formation continue, mais aussi formation des nouveaux arrivants. Se pose la question de la formation, peut-être une formation éventuellement obligatoire entre guillemets de tous les professionnels qui prennent des fonctions au bloc opératoire. Voilà, des questions sur la formation initiale des médecins aussi. Enfin, il y a encore beaucoup de questions autour de la formation. On pourra en rediscuter, mais c'est vrai que cette formation checklist pour des professionnels qui vont être amenés à travailler au bloc opératoire, ça paraît évident que en formation initiale comme en formation continue, il y a un vrai sujet là-dessus et sans doute avec les universités aussi.
Il faut aussi sans doute identifier des référents checklist dans les blocs opératoires. C'est ce que nous on a fait au CHU de Bordeaux, et c'est vrai que d'avoir des référents sur les plateaux pour justement continuer tous les jours à promouvoir et à rendre dynamique aussi toute cette activité autour de la checklist avec leurs collègues, c'est important. L'appui bien sûr des managers, et puis sans doute en continu, en permanence, évaluer la qualité de l'utilisation de la checklist, parce que comme on l'a bien dit, effectivement, c'est ça, la qualité de la checklist qui est importante. Et donc là aussi, il faut être sur le terrain, au plus près des équipes. Et nous, on réfléchit sur le CHU à constituer une équipe mobile type task force avec des professionnels particulièrement sensibles sur ce sujet, qui pourraient effectivement faire le tour des blocs opératoires régulièrement pour aller évaluer et expliquer et de façon pédagogique en continu comment se pratique la checklist dans les bonnes de la bonne façon. Voilà le retour que je peux vous faire. Merci beaucoup, Dr Lasserras, pour ce retour encore une fois, et je trouve le travail vraiment très bien fait, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on accompagne un certain nombre de structures, on en évalue très peu, voire quasiment aucune ne font vraiment un suivi aussi bien structuré des non-conformités et des no-go. C'est un vrai travail qui va permettre, quand on échange, on le partage souvent, ça permet de donner du sens, ça permet de faire du retour d'expérience sur le terrain, d'embarquer les équipes, d'embarquer les professionnels de santé. Et ça, c'est un très, très beau sujet, bravo. Donc là, il va être temps de passer aux questions, mais avant de passer aux questions, continuez n'hésitez pas à en poser dans l'onglet questions. Comme je vous l'avais dit, on prendra le temps. Donc déjà, petit sondage donc adressé à ceux qui nous regardent ce soir. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que vous avez besoin d'en savoir plus sur ce sujet. Je vous laisse répondre à la question, donc ça sera aussi toujours dans l'onglet questions. Et puis, c'était la dernière question, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y aura une question sur est-ce que le webinaire a répondu à vos attentes tout à la fin. Donc, avant de passer à la dernière question et conclure, quelques minutes de questions-réponses. Donc, pour commencer, il y avait une question, donc je vais les animer et puis les orienter. Donc, c'est pour le docteur Fabre, la première question. Une question qui était sur le sujet de la personnalisation de la checklist. Déjà, comment vous avez fait en pratique? Et puis surtout, est-ce que, la question en gros, c'est est-ce qu'on a le droit de la simplifier autant? En gros, est-ce qu'on a la HAS, est-ce qu'elle nous autorise à simplifier la checklist à ce niveau-là? Et puis ce qui est intéressant aussi, moi je rajoute cette question, c'est d'avoir ajouté un temps que vous avez intégré dans la checklist. C'est très intéressant d'intégrer le temps parce que quasiment tous les blocs font ces vérifications avant d'entrer en salle. Et c'est très intéressant de l'avoir intégré dans votre checklist. Alors oui, j'avais aussi relevé cette question comme étant très pertinente. Donc moi, en fait, je me suis beaucoup appuyée sur les documents qu'on tape en tapant checklist HAS. Il y a toute une série de recommandations voilà, qui sont très courts. Donc en fait, vous pourrez regarder, mais il y a une checklist qui propose, qui est en 2 temps seulement, et qui est, nous on l'a pas prise parce qu'en fait elle est trop vierge, trop simple, il y a trop peu de mots et c'était trop déstabilisant. Donc en fait il y a quand même des critères, des questions qu'on ne peut pas supprimer. Et en fait la grande différence entre notre checklist qui paraît comme ça visuellement très light et la checklist version 2018, c'est que nous on a mis des mots-clés, et la checklist HAS 2018, il y a des phrases très alambiquées. Et nous, à l'aval, on ne comprenait pas les questions et on ne comprenait pas, par exemple, est-ce que l'antibioprophylaxie a été réalisée? En fait, on ne sait pas s'il faut mettre oui s'il y a eu des antibiotiques ou pas, ou oui seulement si c'est recommandé. Et en fait, personne ne répondait pareil. On s'est justement inspiré du témoignage des pilotes parce que un truc qui m'a paru très étonnant, les pilotes, ils ont plein de checklists. Et d'ailleurs, ils croyaient que nous-mêmes, en chirurgie, on avait plein de checklists. Ils me disaient, nous, on a une checklist feu de moteur, vous devez avoir une checklist, ça se met à saigner. J'ai dit, non, mais ça n'existe pas chez nous. Donc, eux, ils ont plein de checklists qu'ils ont en support papier ou maintenant informatique. Et en fait, eux, ils font les checklists, toutes celles qui sont obligatoires, voire même dans l'armée, ils les connaissent par cœur quand il faut aller très vite sur un feu de moteur ou des choses comme ça.
et ils ne gardent pas de traces écrites de leur checklist. Par contre, s'il y a un item de la checklist qui n'est pas validé, ils ne décollent pas, ils ne passent pas à l'étape d'après, voilà, ils sont très respectueux. Et nous, au bloc, finalement, on s'est rendu compte que tous les patients avaient leur checklist avec toutes les croix dans tous les dossiers. Mais par contre, est-ce que les croix ont été bien mises à propos? Est-ce que les temps ont été bien faits avec les gens qui se parlent et tout ça? Pour mon expérience, le doute est largement permis. Donc déjà, ça montre un peu la différence. Et donc du coup, nous, tout le travail qu'on a fait, et à l'aide de la simulation aussi, où les experts nous ont donné des pistes pour... c'est vraiment... donc nous, ça s'est remplacé, effectivement. La phrase, c'est antibioprophylaxie, point d'interrogation. Et la question, c'est pas est-ce qu'on en a mis, est-ce qu'on n'en a pas mis, est-ce que c'est recommandé, pas recommandé, c'est est-ce que vous en avez parlé tous ensemble et est-ce que vous êtes tous arrivés à la même conclusion? Et s'il y a des commentaires, on les écrit manuellement dans la case commentaires, par exemple, si on s'est adapté parce qu'il y avait une allergie ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que visuellement, elle peut paraître un peu légère, mais quand on met les items un par un, en fait, tous les critères obligatoires y sont. Et puis, je vous invite à regarder celle proposée par la HAS parce qu'il y en a une qui est vraiment encore plus light, je dirais. Et cette checklist ne peut pas être utilisée si on n'a pas lu l'équivalent du mode d'emploi qui est sur notre protocole APTA, c'est notre logiciel où il y a tous les protocoles qui sont expliqués et on a fait toute une formation et ce protocole a été rédigé avec tout le personnel du bloc, tous les usagers du bloc pour que tout le monde comprenne comment il fallait répondre aux questions, qui devait être présent, que tout le monde devait faire une pause, le partage croisé, etc. Et puis, cette checklist, elle a été présentée aussi à Orthorisc, qui est quand même une branche de l'accréditation des chirurgiens orthopédiques, et ils ont complètement validé ce travail qu'on avait fait. Enfin, ils n'ont pas trouvé de problématique sur ça. Et puis, pour ce qui est de la présentation à la commission des usagers, en fait, j'ai pas eu l'idée toute seule, mais pareil, dans les documents de la HAS, quand ils parlent de la personnalisation de la checklist, ils suggèrent de la faire valider à la commission des usagers. Donc moi, je n'avais jamais été à cette commission, mais en l'occurrence, ils ont été absolument ravis qu'un médecin prenne le temps d'aller leur présenter un projet qui concerne quand même la sécurité des patients. Et c'est pour ça qu'on a eu à cœur de mettre en place, de profiter de cet événement pour mettre en place le document d'information à destination des patients. Parce qu'en fait, maintenant, on a pris l'habitude, en fait, en leur faisant la checklist, de leur dire bah oui, on va vous poser 20 fois la même question, mais c'est vraiment pour votre sécurité, etc. Et du coup, les patients comprennent tout à fait qu'on leur pose 20 fois la question et que c'est pas pour les enquiquiner. Voilà. Merci beaucoup, Dr Fabre. D'ailleurs, le CHU de Bordeaux, un représentant de la commission des usagers, a participé aussi à tout ce travail dans le cadre du groupe de travail global. Et ça aussi, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui représente aussi les patients sur ce sujet qui les concerne avant tout, parce que c'est quand même la sécurité des patients qu'on en parle. Alors, question pour justement l'équipe CHU de Bordeaux, Dr Lasserras et puis Dr Adam. Autour de la formation, on a beaucoup de questions autour de la formation initiale, formation avant pour le nouveau personnel. Vous en avez parlé un petit peu, Madame Lasserras, dans le projet de pérennisation. Donc, pour vous, quel est le sujet? Parce qu'effectivement, la question, on a eu une question, est-ce qu'il y a une formation initiale aux étudiants de médecine sur la checklist? La réponse elle est simple, c'est non, comme on pourrait l'entendre. Je pense que certains en entendent parler, mais en tant que formation en tant que telle, ça n'existe pas. D'où le sujet qui a été pris au CHU de Bordeaux de former, dans le cadre du projet, former et sensibiliser les nouveaux arrivants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et puis quel va être l'éventail des personnes formées, ou en tout cas dans le cadre du projet, où est-ce que vous en êtes? Alors oui, non, dans les études de médecine, ça n'y figure pas. Là, ce qu'on souhaite proposer, mais c'est pas encore, c'est en cours de discussion. C'est comme quand on accueille les nouveaux internes, par exemple, de pouvoir, le format est encore à discuter, mais de leur offrir comme quand on a une formation sur la prise en charge de la douleur, voilà, de faire au cours de leur première semaine. Pour les internes voués à des spécialités où il y a de l'interventionnel, une formation sur une après-midi. Alors
je sais, on n'a pas encore établi la durée, le format du support qui serait, mais l'idée ce serait de l'offrir à tous les nouveaux arrivants, que ce soit pour les IBOD, pour les aides-soignants du bloc opératoire, mais aussi aux internes, de façon à ce que l'ensemble des professionnels puissent avoir eu sensibilisation et formation, en sachant que faut pas que ça dure, une journée complète. Faut que ce soit, que ça puisse être assez simple, et après relayé sur le terrain par les référents checklist et puis par les autres professionnels déjà formés. Oui, pour compléter, c'est vrai que tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver un outil qui s'adapte en fait à l'activité et qui prenne pas trop de temps, qui soit donc adapté au déploiement en plus de nos nombreux blocs opératoires. Et c'est vrai qu'on mise aussi beaucoup sur ensuite le relais avec des référents dans les blocs opératoires ou une équipe mobile qui se déplacerait régulièrement pour faire des rappels, pour faire de l'évaluation. Donc là, on est en cours de réflexion effectivement sur le choix de la formation, mais c'est vrai que la formation, quel que soit le type de formation qu'on choisisse, la formation pour des professionnels qui sont des nouveaux arrivants dans le bloc opératoire paraît absolument nécessaire pour la prévention de tous ces risques au bloc opératoire. Merci beaucoup. Ça va être bientôt le temps de conclure. Il est déjà 19h01. Comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, toutes les questions, on va les reprendre, on va les partager entre les différents participants et on vous les réadressera à l'ensemble des personnes qui ont assisté à ce webinaire. Je vais juste répondre à une question très rapidement parce qu'elle me paraît vraiment clé, où il y a une proposition, quelqu'un nous propose de dire pour éviter d'oublier le 3e temps de la checklist, pourquoi pas la faire dès le début de l'intervention. En fait, la réponse est simple, c'est bien pour ça qu'il existe 3 temps, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements qui peuvent avoir lieu pendant l'intervention et qu'il est fondamental de s'assurer que les prescriptions post-opératoires et les consignes sont bien partagées entre l'opérateur et l'équipe d'anesthésie pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. On a un certain nombre d'événements, on le mettra dans les retours des réponses, on a un certain nombre d'événements qui ont eu lieu justement par un défaut de partage parce que l'intervention s'était pas déroulée comme prévu et les prescriptions post-opératoires du coup ne correspondaient pas à la problématique qu'il y avait eu en péropératoire. Vraiment, les 3 temps de la checklist doivent être faits aux 3 temps avant induction, avant incision et avant sortie du patient. C'est vraiment fondamental. Merci beaucoup, en tout cas pour votre participation. Une dernière petite question, du coup, avant de se quitter, sur le fait, est-ce qu'on a répondu à vos attentes par rapport à ce webinaire? C'est toujours intéressant, nous, d'enrichir. Et puis, pendant que tout le monde répond, s'il y a un dernier mot avant de se quitter, du coup, à chacun de nos invités, donc Dr Fabre, Dr Adam et Dr Serra, si vous voulez dire un dernier mot avant d'arrêter. Moi, je voulais encore vous remercier. Et puis voilà, je suis convaincue que on s'en rend pas compte, mais on a tous besoin d'améliorer notre façon de faire la checklist. Je pense qu'on est tous loin du compte et ça reste quand même un élément important pour la sécurité et en particulier effectivement le dernier temps et surtout discuter des prescriptions post-op avec l'anesthésiste. Je pense que c'est essentiel. Merci, bonne soirée. Docteur, oui, je vous remercie aussi. Ouais. Oui, je vous remercie aussi. Oui, je pense que le maître mot, c'est pour réussir avec la checklist, c'est vraiment le travail d'équipe. C'est s'écouter, voilà, se faire confiance, mais voilà, surtout travailler en équipe pour que chacun puisse remplir son rôle et qu'il y ait pas une personne qui prenne le leader seul pour l'ensemble des 3 temps de la checklist. Oui, merci beaucoup. Merci Roland d'avoir organisé ce webinaire. Effectivement, la checklist, c'est un outil très important pour la prévention des événements associés aux soins, des événements indésirables et notamment des graves. C'était le sujet de ce soir. C'est aussi une bonne occasion de travailler en équipe et de promouvoir le travail en équipe. Et on a bien vu la checklist, mais il y a d'autres méthodes aussi que le travail en équipe est important pour améliorer notamment la communication. Et la communication, notamment entre équipes, elle est souvent le moment clé de la survenue de ces événements. Donc voilà, c'est
la commune du travail en équipe est à mon avis aussi vraiment un des objectifs importants de cette checklist. Merci à tous, bonne soirée. Merci et on vous donne rendez-vous bientôt pour communiquer sur ces sujets autour de la sécurité des patients. Merci à tous.